Bonjour, bienvenue à tous. Désolée pour ce petit retard lié à des difficultés techniques. Euh, Bienvenue à l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Je suis Céline Demézy, directrice des redevances, et je suis accompagnée pour cet atelier dans le cadre du 12e programme, un atelier sur les redevances avec un mémo action qui sera en particulier pour les collectivités. Je suis accompagnée de collègues de la direction des redevances, de Thierry Pichelin, chef de service collectivité agriculture, qui vous présentera la partie mémo action sur déclarer, facturer, et ainsi que de Fatima Chaïb, qui vous présentera tout ce qui est déclaration des données sur les portails euh, de téléservices et du portail 6PA et Verso. Ainsi, et pour répondre à vos questions, que vous allez pouvoir formuler par écrit, euh, les collègues de la direction des redevances, Christine Bastard et Stéphanie Bonnelin, ainsi que Daniel Morabito pour la partie industrie, sont disponibles pour répondre à toutes vos interrogations dès que le panélisme, enfin, dès que la partie questions-réponses sera ouverte. Mais pour commencer, euh, nous vous proposons un sondage pour mieux vous connaître afin de pouvoir vraiment cibler notre présentation et répondre à vos interrogations. Donc, je vais laisser nos collègues de la DIC, que je remercie d'être en support de toutes nos présentations, euh, vont voilà, vous l'envoyer. Je vais essayer de lire les résultats. Donc, nous avons euh, donc, on a quand même un panel de collectivités qui est principalement présent, et c'est la raison pour laquelle, dans un premier temps, on vous présentera vraiment le mémo euh, d'action pour les collectivités en 2025. Et puis, après, nous aborderons peut-être les incidences pour les industriels, en particulier sur la consommation d'eau potable. Et dans un premier temps, je vais vous faire une présentation très rapide et vraiment très générale du nouveau dispositif des redevances. Alors, très rapidement, juste, les agences de l'eau, qui sont-elles? Ce sont les 6 opérateurs de l'État en charge de la gestion durable de la ressource en eau et de la protection des milieux aquatiques par bassin hydrographique. Donc, l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, c'est tout le bassin de la Loire, les 1000 km de la Loire, de l'Auvergne à l'Armorique. Elle s'articule autour de les agences de l'eau, c'est un comité de bassin qui est un véritable parlement de l'eau avec les représentants de chaque catégorie d'usagers, que ce soit les collectivités, que ce soit les usagers domestiques, les usagers économiques ou les associations. Un comité de bassin, un programme d'action pluriannuel, et c'est le 12e programme pour lequel cette semaine de web rencontre est organisée. Programme donc d'action qui va s'étendre de 2025 à 2030 et qui a été adopté définitivement par le comité de bassin et le conseil d'administration de l'agence en octobre 2024. Et enfin, donc un comité de bassin, un programme d'action et une agence qui est au service des projets portés par les différents usagers pour une amélioration de la ressource en eau dans quantitatif comme qualitatif. Cet accompagnement technique et financier fourni par l'agence, il est grâce aux recettes de la fiscalité autonome que représentent les redevances. Au 1er janvier 2025 est entré en vigueur un nouveau dispositif des redevances.
il est issu de trois dynamiques. La dynamique politique du plan eau de 2023, la loi de finances 2024 qui, en son article 101, a réformé le... Et ensuite, troisième dynamique, celle des taux, avec des taux votés par le comité de bassin dans le cadre du 12e programme, qui permet une territorialisation de cette réforme nationale. Donc, un dispositif qui est à la fois complet et concerté. Les grandes caractéristiques. Nous avons donc des redevances qui sont un outil générateur de recettes pour pouvoir agir, pour permettre à l'agence d'agir, mais c'est aussi un outil incitatif à une gestion responsable de l'eau, avec cette dimension d'envoyer un signal prix, en particulier sur l'eau potable. On a deux clés d'imposition, avec une première clé, réseau public, milieu naturel. On a voulu simplifier. Donc la première question à laquelle vous devez répondre, c'est suis-je raccordé au réseau public ou est-ce que j'interagis avec le milieu naturel? Et donc, si vous êtes raccordé au réseau public, vous êtes concerné par les 4 redevances de la facture d'eau potable et d'assainissement que reçoit tout abonné au réseau public. Par contre, si vous interagissez avec le milieu naturel, en fonction donc de la clé classique de distinction, prélèvement, pollution, ce sont les mêmes redevances qui continuent de s'appliquer par rapport à l'ancien dispositif de la loi LEMA de 2006. Donc, aucune redevance milieu naturel modifiée, un outil générateur de recettes et un outil incitatif à une gestion responsable de l'eau, 2 clés d'imposition, 3 redevances supprimées, les redevances pollution domestique, modernisation des réseaux de collecte domestiques et non domestiques, et enfin 4 redevances réseau public qui seront inscrites sur la facture d'eau, dont 3 nouvelles redevances, la redevance consommation d'eau potable, la redevance performance des réseaux d'eau potable et la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif. Là, vous avez un panel sur lequel, qui vous présente l'intégralité des redevances des agences de l'eau, avec une distinction en bleu, les redevances prélèvement, en vert, les redevances pollution, en haut, les redevances réseau public, en bas, les redevances milieu naturel. Nous allons vous faire un tout petit focus sur les redevances réseau public, puisque ce sont elles qui ont les nouvelles redevances. Donc, depuis le 1er janvier 2025, apparaissent sous la rubrique organismes publics 4 redevances sur les factures d'eau et d'assainissement. La redevance prélèvement pour l'alimentation en eau potable, qui préexistait et qui concerne donc le prélèvement que font les collectivités dans le milieu naturel. Ensuite, il y a la redevance consommation d'eau potable et les 2 redevances performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement collectif. Donc, 3 nouvelles redevances. La première, c'est la redevance consommation d'eau potable. Elle concerne tous les abonnés au réseau public sans distinction d'usage. Que l'usage soit domestique, industriel, vous êtes redevable via la facture d'eau. Et vous êtes redevable de cette consommation, de cette redevance consommation d'eau potable. Ce qui implique que les industriels raccordés au réseau d'eau publique, d'adduction, en eau potable, vont basculer d'une redevabilité de l'agence à une redevabilité via leur facture d'eau et donc via les collectivités. Désormais, tout mètre cube d'eau potable distribué par un réseau public est soumis à redevance. On a supprimé toutes les exonérations à l'exception d'une seule qui est l'abreuvement des animaux d'élevage à condition
de disposer d'un comptage spécifique, sans exonération et également sans plafonnement, y compris pour les usages industriels, qui auparavant bénéficiaient d'un plafonnement à 6 000 m3. Désormais, il n'y a plus aucun plafonnement, c'est le signal prix qu'on envoie parce que l'eau est une ressource précieuse et il faut partager son usage dans un contexte d'adaptation au changement climatique qui conduit à une raréfaction de la ressource en eau. Imposition de tout mètre cube d'eau potable sans exonération, sans plafonnement et à un taux unique par bassin. Ce taux voté par le comité de bassin, il est de 0,33 € par mètre cube en 2025. Et puis ensuite, à compter de 2026 et 2030, il sera à 0,30 € par mètre cube, soit le taux qu'on avait auparavant sur la redevance pollution domestique pour la zone majorée. Cette redevance consommation d'eau potable, elle se calcule simplement par le volume d'eau facturé à l'abonné multiplié par ce taux unique dont je viens de vous parler. Les deux autres nouvelles redevances, ce sont les redevances performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement collectif. Alors, ces redevances, elles ont pour objectif de récompenser les pratiques vertueuses des collectivités selon le principe connaître pour mieux agir. L'idée, c'est que les collectivités qui connaissent leur réseau d'eau potable, qui connaissent l'efficacité de leur système d'assainissement collectif parce qu'elles le surveillent, parce qu'elles ont adapté leur station à leur usage et qu'elles gèrent toute l'épuration, parce qu'elles connaissent donc l'ensemble de leur réseau, qu'elles agissent, qu'elles prennent en considération l'état de cet réseau pour prioriser leur investissement, eh ben, on les récompense en modulant leur redevance performance, c'est-à-dire qu'on applique un coefficient de modulation qui va venir baisser le montant de leur redevance. Il ne l'augmentera pas, mais il peut le baisser. Plus je suis vertueuse, plus je suis performante comme collectivité, plus ma fiscalité est réduite. Ces redevances sont donc modulées par un coefficient de modulation qui est construit autour de deux axes de modulation pour l'eau potable, la gestion patrimoniale et le taux de fuite, et qui est modulé, coefficient de modulation, qui est modulé selon trois axes pour l'assainissement collectif, l'autosurveillance, la conformité réglementaire et le rendement. Ces deux ou trois axes sont pondérés, c'est-à-dire que vous allez gagner des points en fonction de critères de pondération qui sont par exemple pour la gestion patrimoniale. Est-ce que je dispose d'une cartographie de mon réseau d'eau potable? Est-ce que j'ai un plan d'action pour gérer les fuites de ce réseau d'eau potable et son renouvellement? Et puis, donc, par exemple, le taux de fuite. On y reviendra un peu plus tard. Pour l'assainissement collectif, les critères de pondération, c'est est-ce que je réalise bien mon autosurveillance selon mes obligations? Est-ce que ma station d'épuration produit suffisamment de boues d'épuration et qu'est-ce que je fais de ces boues d'épuration? C'est donc en fait une performance qui n'est pas tant sur de la performance de résultat, mais qui est plus est-ce que je connais mon réseau pour que je puisse demain agir? L'objectif pour ces coefficients de modulation, c'est d'avoir le plus petit coefficient de modulation possible. Donc, le coefficient maximal, il est de 0,2 pour l'eau potable et de 0,3 pour l'assainissement collectif. Ce sont les coefficients de modulation qui seront appliqués pour les
pour les redevances performance en 2025. On considère qu'en 2025, pour aider à la transition vers ce nouveau dispositif, on considère que toutes les collectivités sont performantes. À partir de 2026, par contre, il faudra appliquer une modulation réelle selon la performance réelle de la collectivité maître d'ouvrage du réseau public dont vous dépendez pour l'eau potable ou pour l'assainissement collectif. Donc, ce coefficient de modulation, il va se fonder sur les données que vous allez déclarer pour l'eau potable sur le portail 6PA, pour l'assainissement collectif sur le portail Verso. On va y revenir par la suite. Cette obligation de déclaration des données 6PA ou Verso, ce ne sont pas des nouvelles obligations. Elles ne sont pas liées à la réforme des redevances. Ce sont des obligations qui sont préexistantes, récentes pour les plus petites collectivités, mais qui s'appliquent voilà, au titre de la police de l'eau. La seule nouveauté, c'est que cette déclaration de données et ces données performance, elles acquièrent une valeur fiscale nouvelle. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes concentrés dans le mémo action sur ces déclarations de données notamment. Voilà. Donc, transition 2025, je vous l'ai dit, 2025, une année de transition avec des modulations forfaitaires maximales. Eau potable 0,2, assainissement collectif 0,3. 2026, une première année avec les modulations de performance réelles et donc un coefficient de modulation qui va varier pour l'eau potable de 0,2 à 1 et pour la performance des réseaux d'assainissement collectif de 0,3 à 1. Sur les simulations, je vois une première question. Sur les simulations, nous allons vous présenter également comment simuler et quel est l'impact financier de la réforme sur la facture d'eau d'un particulier. C'est tout ce que nous allons présenter autour de délibérer, facturer, déclarer, s'approprier mes données et ensuite estimer mon coefficient de modulation. Donc, je vais laisser la parole à Thierry Pichelin, chef du service donc collectivité, qui va vous présenter la dynamique autour de la délibération. Bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous présenter effectivement l'importance de la délibération. Donc, les collectivités doivent délibérer de préférence le 31/12 de l'année N-1, mais elles peuvent délibérer jusqu'à l'émission de la première, avant l'émission de la première facture. Donc, pourquoi délibérer? C'est pour pouvoir répercuter en fait les redevances sur chaque abonné. Donc, pour la redevance consommation, vous serez informé tous les ans par l'agence de l'eau du taux à mettre sur votre facture. Sur les redevances performance des réseaux d'eau potable et performance des systèmes d'assainissement, donc il y a une année transitoire sur lequel le taux modulé est connu puisque c'est le taux multiplié par le coefficient de modulation maximum. Et à partir de 2026, ce taux devra être estimé par les collectivités à l'aide d'outils de simulation qui vous seront fournis et dont on va vous parler ensuite. Donc, vous avez bien compris, cette délibération est à renouveler tous les ans. Pour votre information,
Là, vous avez un slide sur lequel sont présentes toutes les informations qui vous permettent de prendre les délibérations avec un rappel sur les coefficients forfaitaires pour 2025 et un rappel sur la répercussion des redevances sur la facture avec un exemple de facture disponible sur le site de l'agence. Vous avez les liens. Alors, une nouveauté dans la réforme, c'est la facture d'eau. La facture d'eau, que vous connaissez. Bon, la facture d'eau permet effectivement de récupérer l'argent nécessaire donc, pour la partie tarif et la partie redevance. Donc, en termes de financement de l'eau au niveau métropolitain, ça représente 23 milliards de dépenses pour l'eau et les redevances représentent 10% de cette somme. Donc, vous voyez que les redevances, c'est un effet levier sur le financement de projets qui vont principalement à la préservation de la ressource naturelle et à la protection des milieux aquatiques, et que le tarif de l'eau, lui, est plutôt orienté fonctionnement et renouvellement des réseaux. La facture d'eau, c'est quelque chose que tout le monde connaît. Donc, cette facture, il y a une partie prix de l'eau, donc dans lequel il y a la distribution de l'eau, avec une partie abonnement, une partie consommation, une partie collecte avec la partie consommation-assainissement. Et les nouveautés, c'est qu'il maintenant, il y a une obligation de faire figurer sur cette facture, dans la rubrique organisme public, les différentes redevances et leur taux. Donc, dans cette rubrique, vous allez retrouver la redevance prélèvement sur la ressource, qui était anciennement appelée préservation de la ressource. C'est exactement la même chose, mais avec un nom qui est spécifique et qui correspond à la redevance réelle. La redevance consommation d'eau potable, donc avec le taux qui est fourni par l'Agence de l'eau. La redevance performance des réseaux d'eau potable avec le taux modulé. Donc là, c'est une facture exemple 2025, donc avec un taux maximal, donc à 0,02. Mais à partir de 2026, ce taux, ce sera celui qui sera calculé par la simulation faite par la collectivité, multiplié par le taux voté par l'agence. Donc, en fait, le taux sur la redevance eau potable, c'est 10 centimes. Eh bien, il faudra multiplier les 10 centimes d'euros par le coefficient de modulation que vous aurez estimé à l'aide des outils qui vous seront fournis. Et la dernière redevance, c'est la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif. C'est également un taux modulé qui est présenté. Donc ça, c'est le taux modulé 2025. Et de la même façon que le taux modulé pour la redevance performance de l'eau potable, ce sera le taux voté par l'agence, actuellement qui est à 0,28 centimes d'euros, multiplié par le taux réel de modulation que vous aurez calculé. Donc là, on vous rappelle les coefficients de modulation forfaitaires de 2025, donc de 0,2 et 0,3. Et pour la redevance prélèvement sur la ressource en eau, figure ici, c'est le taux de la catégorie 1, le taux hors ZDA. Donc, je reviens sur le taux modulé. Le taux modulé va vous permettre de calculer votre redevance. Donc, une redevance performance est un volume multiplié par un taux modulé. Le taux modulé, c'est le taux voté par le comité de bassin. Donc, en l'occurrence, 10 centimes pour l'eau potable, 28 centimes pour l'assainissement, multiplié par un coefficient de modulation.
Le coefficient de modulation, en fait, il est déterminé à partir de toutes les données que vous allez déclarer sur les réseaux d'eau potable, les stations d'épuration, les réseaux de collecte. Tout cela va être mouliné et vous sera restitué sous forme d'un coefficient de modulation à l'aide des outils de simulation. Donc, le coefficient de modulation pour l'eau potable peut varier de 0,2 à 1. Donc, 0,2, c'est une performance maximale. 1, c'est pas de performance du tout, puisque c'est la redevance totale à payer. Et pour la redevance assainissement, performance assainissement collectif, là, le coefficient de modulation, lui, varie entre 0,3 et 1. Donc là, vous avez mis une slide pour vous présenter un peu les écarts, ce qu'induit en fait la performance sur votre facture d'eau pour un foyer de 4 personnes avec une consommation annuelle de 120 mètres. Donc, vous pouvez voir qu'il y a une répercussion, mais qu'elle est pas très importante. Donc, si vous avez une bonne performance, l'augmentation sera en 2000, c'est une comparaison entre 2026 et 2024. Avec une bonne performance, vous aurez une augmentation de 2 euros sur votre facture d'eau annuelle, sur l'eau potable, et au maximum de 11 euros par an pour l'assainissement. Par contre, vous voyez que selon la performance des réseaux sur lesquels vous êtes connectés, avec redevance, avec une performance moyenne, vous allez passer une augmentation de 12 euros sur l'eau potable, de 14 euros sur l'assainissement, et avec des réseaux qui ont de très très mauvaises performances, l'augmentation sera de 26 euros et de 26 euros sur l'eau potable et de 18 euros sur l'eau, sur la partie au titre de l'assainissement. Donc globalement, il y aura une augmentation entre 13 euros et 44 euros aussi. Maintenant, je vais laisser. Ah oui, on fait un temps de questions-réponses. Je vous propose de prendre vos questions. Alors, première question de Samir Brilly, donc du département 72. Pourra-t-on connaître le détail du calcul des coefficients de modulation afin de connaître le levier d'action? Vous allez effectivement, dans la suite de la présentation, on va en parler. Vous allez voir un peu sur les axes de modulation, les critères sur lesquels vous pouvez influer pour diminuer votre redevance. Apparaîtra-t-il sur 6PA? Oui. En fait, 6PA va récupérer toutes les données par réseau. Tout ça, ça va être compilé et ça va aboutir effectivement à un coefficient de modulation. C'est celui-ci que vous utiliserez pour calculer votre taux à répercuter sur les abonnés. Okay. Est-ce que ça veut dire qu'un ALC est pénalisé sans connaître son bon? Alors, l'assainissement non collectif n'entre pas dans le périmètre de la réforme. Oui. Les communes qui ne gèrent que l'assainissement collectif sont-elles concernées par la délibération? Oui. Pour la redevance, pour la redevance, performance, assainissement. Autre question, pourquoi les usagers en ANC paieront la redevance assainissement alors qu'ils ne sont pas raccordés? Non, ils ne paieront pas la redevance justement assainissement. Sauf s'ils sont raccordables. Sauf s'ils sont raccordables, effectivement. Si les réseaux passent devant chez eux et qu'ils ne se sont pas raccordés, là, ils paieront. Mais dans le rural, s'il n'y a pas de réseau à proximité, ils ne paieront pas la redevance assainissement.
Un agriculteur doit-il installer différents compteurs d'eau pour différencier son usage de l'eau? Oui, effectivement, pour pouvoir bénéficier de l'exonération de la redevance consommation, il devra avoir un compteur spécifique pour son élevage, pour l'abreuvement de son élevage ou lavage. Autre question, avez-vous chiffré l'augmentation des recettes avec les taux de performance réels simulés sur la base des données déjà disponibles sur 6PA? On a des projections, des simulations par collectivité, par EPCI. Le taux modulé, autre question, le taux modulé est-elle à l'échelle de la collectivité ou de chaque système? Alors, il y a un taux modulé qui va être calculé par chaque système et il y aura un taux modulé global qui sera calculé en fonction d'un prorata. Pour l'eau potable, ce sera le volume entrant dans chaque réseau. Donc, les réseaux importants vont impacter le coefficient de modulation de façon importante puisque la note sera presque celle de ces réseaux-là. Et pour les réseaux d'assainissement, ça sera effectué sur le poids de pollution entrant en DCO. Donc, c'est pareil. Si vous avez une station importante en équivalent habitant et quelques petites stations, c'est la station importante qui va influer beaucoup sur la note du coefficient de modulation. Parce que c'est celle qui influe sur le milieu et sur la qualité des eaux. Et on propose de continuer la présentation et puis ensuite on répondra aux questions auxquelles nous n'aurons pas répondu dans le cadre de la présentation. Je passe la main à Fatima Chahid qui va vous expliquer comment déclarer. Bonjour à tous. Alors, Fatima Chahid, je suis inspectrice des redevances et je suis référente du projet téléservice, du portail téléservice des 6 agences de l'eau. Donc, je vais vous proposer de faire un focus sur les aspects déclaratifs et en particulier sur la déclaration des redevances sur le portail téléservice des agences de l'eau. Alors, la campagne a déjà démarré. Vous avez déjà, pour les collectivités, réceptionné le formulaire de déclaration. Et nous avons mis en place un service de notification de mail pour les détenteurs d'un compte personnel, mais pas uniquement. Nous avons aussi adressé une notification par mail du dépôt du formulaire pour les usagers qui n'ont pas encore de compte personnel. Donc, je vais insister fortement pour cette année, mais aussi pour les années à venir, sur la création d'un compte personnel. Les agences de l'eau ont souhaité renforcer la sécurité pour la télédéclaration, pour sécuriser vos échanges et pour avoir un accès à un espace de télédéclaration sécurisé. Donc, vous avez un bloc de connexion qui vous permet d'accéder lorsque vous avez un compte personnel avec votre adresse mail et un mot de passe personnalisé. Et pour les usagers qui n'ont pas encore de compte personnel, alors pas de souci, vous allez recevoir un courrier avec un identifiant et un mot de passe agence qui sont les clés d'entrée pour vous permettre de créer votre compte. Voilà. Une fois que la création du compte est faite, vous pouvez ainsi accéder à votre espace de télédéclaration et gérer vos comptes personnels. Alors, je dis bien vos comptes personnels parce que l'intérêt de créer un compte personnel vous permet de créer, d'associer pour vous associer vos collaborateurs ou lorsque vous avez une délégation de déclaration, et ça c'est très important pour les collectivités qui vont pouvoir mandater des collaborateurs pour la validation de la déclaration, d'ajouter des comptes personnels ou d'inviter des collaborateurs à créer ces comptes personnels. Vous avez une rubrique qui s'intitule « Gérer mon compte client » qui se situe sur votre espace de télédéclaration et que vous pouvez mettre à jour à tout moment. Vous avez aussi donc un bloc « Gérer mes redevances » qui vous permet d'accéder à vos formulaires de déclaration, à effectuer la déclaration. Donc, je rappelle que la déclaration est à faire avant le 31 mars. Donc, c'est une date limite réglementaire. Et au-delà du 31 mars, des pénalités, des majorations sont susceptibles d'être appliquées pour retard de déclaration. Donc, je reviens sur le bloc « Gérer mes redevances ». Vous avez différents items. Donc, déclarer mes redevances. Vos formulaires sont dématérialisés. Donc, on insiste très fortement sur la mise à jour des informations
relatives à votre raison sociale, exploitation et adresse. Nous insistons aussi sur la mise à jour de l'adresse mail qui est importante puisque c'est celle-ci qui sera notifiée dans votre dossier. C'est aussi cette adresse mail vers laquelle nous adresserons toutes les notifications et tous les échanges avec vos gestionnaires. Donc, c'est extrêmement important de mettre à jour cette information. Vous avez ensuite un item qui s'intitule Rectifier mes redevances. Depuis déjà quelques années, vous êtes au fait de pouvoir corriger une déclaration qui a déjà été validée, avec tout de même deux règles de gestion différentes. Si vous faites ces modifications avant le 31 mars, vous êtes en totale autonomie. Il n'y a pas de difficulté à venir corriger une déclaration. Il ne vient pas écraser l'initiale, elle vient surtout faire un comparatif des éléments qui ont pu être corrigés. Ça peut être une erreur, ça peut être aussi une information concernant l'adresse qui peut nous être déclarée. Après le 31 mars, là, il y a une analyse qui est faite par votre gestionnaire de dossier pour accepter ou refuser la demande de correction des éléments d'assiette et qui peuvent mener à des réclamations. Ces deux items étant validés, une fois que la déclaration est validée, nous allons recevoir donc vos formulaires de déclaration. Et vous avez la possibilité, dans votre espace de déclaration, de suivre l'avancement du dossier. C'est extrêmement important parce que ça vous permet de voir une visibilité de l'état d'avancement de votre dossier, s'il est en cours d'instruction ou s'il est finalisé. Et vous avez cette information que la facture va pouvoir vous être adressée. Donc, voilà. Ça, c'était l'item qui était important de suivre l'état d'avancement. Et puis, pour terminer, vous pouvez à tout moment signaler un changement de situation sur votre espace de télédéclaration. Voilà à peu près ce que je pouvais vous dire sur les aspects déclaratifs. Donc, j'insiste, la création du compte personnel va devenir la norme, vraiment pour sécuriser les échanges et favoriser effectivement la connexion avec différents comptes. Donc vous avez tous ces aspects sur gérer mon compte client. Alors, si vous rencontrez une difficulté particulière, il y a un numéro vert qui est à votre disposition. Vous pouvez contacter ce numéro dans le cadre d'une navigation délicate sur le site. Et bien entendu, vos gestionnaires de dossier restent à votre disposition pour vous guider à la validation de la déclaration. Donc, sur les aspects aussi déclaratifs. Alors, il y avait un souhait d'identifier avec vous quelles étaient les données essentielles qui vont être inscrites en 2026 et particulièrement en 2027, les données techniques qui vont être saisies sur le site 6PA et Verso. Donc, à compter donc, de cette année, comme l'a précédemment expliqué Céline Demizy, des données techniques vont être saisies pour la partie AEP, donc alimentation eau potable, sur le portail 6PA. Donc c'est extrêmement important d'aller saisir ces données cette année, puisque c'est des données 2024 qui vont être nécessaires à la déclaration en 2027, puisqu'elles vont être pré-saisies. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, sur sur le portail 6PA, un outil de simulation va être mis à disposition courant mai-juin. Vous en serez informé par nos collègues de l'OFB, de manière à pouvoir simuler le coefficient de modulation de la redevance qui va vous permettre d'appliquer la contre-valeur sur les factures 2026. Donc ça, c'est une information importante à retenir. La saisie des données techniques 2024, cette année, lorsque le référentiel sera communiqué, l'ouverture devrait se faire au mois de juin, et la mise à disposition de l'outil de simulation. Pour les données performance d'assainissement collectif, le process n'a pas changé. Vous avez toujours l'obligation de saisir les données de mesure d'autosurveillance sur le site Verso. Et puis sur la partie conformité réglementaire et la performance de l'assainissement, le process validation par les services de l'État sur Roseau et la qualification par les agences de l'eau reste maintenu. Voilà ce que je pouvais vous dire sur les aspects déclaratifs. Donc, si vous avez des questions, je reste à votre disposition. Sinon, je laisse la parole à Thierry Pichelin qui va continuer la présentation sur les aspects estimation du coef de modulation.
Juste sur la compréhension des coûts de 2 euros en assainissement collectif et 11 euros en assainissement non collectif présentés sur le tableau. En fait, pardon, hop, je vais revenir sur le, voilà, je vais revenir sur le tableau. En fait, l'idée, c'est que si vous êtes raccordé au réseau public d'adduction en eau potable et au système d'assainissement collectif, et que votre collectivité, maître d'ouvrage de ces réseaux, a une bonne performance, l'impact sur votre facture d'eau en tant qu'usager domestique, enfin en tant qu'usager domestique qui consommait 120 mètres cubes annuels, et ben cet impact il sera de 2 euros par an sur la facture d'eau. Si la performance de la collectivité est moyenne, elle est de 12 euros et 26 euros en cas de très mauvaise performance, tant des réseaux d'eau potable que des systèmes d'assainissement collectif. Par contre, en fait, le dispositif des redevances a été construit autour de cet équilibre, puisque entre assainissement collectif et eau potable, puisque l'usager domestique bénéficie dans la plupart du temps de ces deux réseaux publics. D'accord. Mais pour ceux qui sont en assainissement non collectif, l'impact est plus important en cas de bonne performance, puisqu'il est de 11 euros. Par contre, l'écart se réduit par rapport à ceux qui bénéficient du système d'assainissement collectif, puisque la différence est de 14, enfin, l'impact est de 14 euros par an sur la facture d'eau si vous êtes en AMC, alors qu'il est de 12 euros si vous êtes en assainissement collectif. Et puis, il est plus favorable si il y a une mauvaise performance des réseaux d'eau potable. En fait, il y a le poids voilà, de la consommation d'eau potable et de la performance des systèmes d'assainissement collectif. En fait, l'idée, c'est qu'on a vraiment favorisé les assainissements collectifs performants, parce que c'est vrai que ce sont ceux qui ont le plus d'impact sur la qualité des eaux et sur la pollution. Voilà. Donc, il y a cette différence. Si vous avez une collectivité très performante en réseau d'eau potable et que vous n'avez pas d'assainissement collectif, bah, vous êtes un petit peu défavorisé. Voilà. Mais par contre, cet écart se réduit pour les performances moyennes et les mauvaises performances. Une performance moyenne, c'est autour de 0,5, 0,6 de coefficient de modulation. Une mauvaise performance, c'est 0,8. Voilà. Alors, sur déclarer mes données, voilà. Donc, estimer son coefficient de modulation, je vais laisser la parole à Thierry qui va compléter. Alors, pour estimer son coefficient de modulation de performance, on va se référer aux axes de modulation qui ont été choisis. Dans le cadre de l'eau potable, la performance des réseaux d'eau potable, il y a deux axes. Un axe qui est rendement et un axe qui est gestion et connaissance patrimoniale. Sur l'axe des rendements, plusieurs méthodologies sont utilisées. Donc, il y a le rendement primaire, il y a l'indice linéaire de consommation et il y a l'indice linéaire des volumes non consommés. La méthode va être appliquée pour chaque collectivité et celle qui est la plus favorable sera retenue. Voilà. Donc, ce que vous pouvez voir quand même, c'est que par rapport sur les coefficients, ça a un impact assez important puisque vous pouvez, grâce à un très très bon rendement, avoir un abattement de la redevance de 55%.
Donc 0,55, 55%. Donc c'est un des facteurs très importants de la performance sur l'eau potable. Après, sur la performance sur l'axe gestion patrimoniale, donc là, effectivement, c'est la connaissance. Donc, est-ce que vous connaissez votre plan de réseau? Est-ce que vous connaissez son linéaire? Est-ce que vous connaissez ses matériaux? Est-ce que vous connaissez ses dates de pause? Alors, en répondant à toutes ces questions, vous avez des points, vous voyez, les valeurs du coefficient. Vous les cumulez, vous cumulez tous ces points, et ça va vous donner, en fait, le pourcentage d'abattement auquel vous pouvez prétendre. Donc, on voit que sur l'eau potable, la modulation maximum, c'est 0,80. On a vu que pour le rendement, on peut obtenir 55%. Il reste 25% à obtenir sur la connaissance et la gestion patrimoniale. Donc, en cumulant tous ces points, vous pouvez effectivement, avec la gestion et la connaissance patrimoniale, faire avoir un abattement de 25%. Voilà. Donc, vous avez tous les critères qui vous permettent de cumuler les points. Après, la redevance, elle, c'est pas le coefficient d'abattement de la redevance. En fait, là, c'est 1 moins les coefficients que vous aurez sommés pour avoir ce qui vous reste à payer. En fait, si vous avez 60% d'abattement, vous paierez 40% de la redevance. Voilà. Après, donc, ce sont des indicateurs, comme l'a évoqué Céline, qui sont connus, hein, que vous déclarez déjà. Donc, typiquement, pour les rendements, il s'agit des indicateurs P104.3, P105.103. Donc, il n'y a rien de nouveau. Du rapport RPQS. Du rapport RPQS. En fait, vous savez que chaque année, lorsque vous remplissez vos données sur 6PA, vous avez une obligation réglementaire de rédiger un rapport sur le prix et la qualité du service de l'eau, rapport qui peut être généré automatiquement par le portail 6PA. Et donc, dans ce rapport RPQS, vous avez un certain nombre d'indicateurs. Et en fait, par exemple, pour le rendement, c'est l'indicateur P104.3, voilà, ou P105.3 selon que vous prenez l'indice que vous prenez. Voilà, selon que vous êtes en habitat dispersé ou en habitat urbain. Voilà. Et donc, l'idée, c'est ça. C'est pour ça que c'est important que vous déclariez correctement vos données sur le portail 6PA. C'est parce que ce sont vraiment les indicateurs qui seront utilisés pour calculer votre redevance. Mais que vous pouvez, dès maintenant, en fait, vous approprier le rapport RPQS sur vos données 2023 pour commencer à estimer votre performance en matière d'eau potable. Mais on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, nous allons passer maintenant à la performance assainissement. Donc, sur la performance assainissement, là, il y a 3 axes de modulation déjà évoqués. Donc, la validation de l'autosurveillance, la conformité réglementaire et l'efficacité du système d'assainissement, qu'on croise avec la capacité des stations. Donc, en fait, il y a 3 catégories de stations, les 20, 200 équivalents habitants, les 200, 2000 et les plus de 2000. Donc, effectivement, les exigences sont pas les mêmes entre ces différentes catégories de stations. Donc, vous pouvez voir que l'autosurveillance, il est acquis pour les petites stations de 20 à 200. Ce qu'on demande, c'est une conformité en équipement. Et ça, c'est rédhibitoire pour toutes les classes de stations. Et une conformité globale du système d'assainissement. Donc, sur la conformité globale, donc vous voyez que si vous répondez favorablement aux critères, vous pouvez obtenir 20% d'abattement de la redevance. Ensuite, sur l'efficacité du système d'assainissement, sur la stations, c'est que l'absence de constat pollution. Pour les redevances, pour les stations de capacité 202 000. Donc là,
il y a la bonne réalisation de l'autosurveillance. On prend en compte le nombre de critères. Donc, si vous avez vous répondez aux 3 critères de l'autosurveillance. Alors, les 3 critères, c'est est-ce que je réalise, données transférées. Je sais plus. Est-ce que je réalise mon bilan d'autosurveillance selon le cahier des charges de l'Agence de l'eau? Donc ça, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas, enfin voilà, vous aurez le cahier des charges de l'Agence de l'eau pour l'autosurveillance et sera disponible sur le portail de l'eau, sur le portail de l'Agence, pardon, de l'eau Loire-Bretagne. N'hésitez pas à nous demander si vous ne l'avez pas. Est-ce que j'ai bien transféré mon bilan avec son rapport CDA? Et le dernier élément, c'est un trou. Pardon. La présence, ah oui, pardon, c'est bien évidemment. La présence des équipements d'autosurveillance. La réalisation par un organisme habilité et transmission au format cendre des bilans, alors à un rythme différent selon la taille de la station, enfin du système d'assainissement, c'est-à-dire que pour de 200 à 500 équivalents habitants, c'est un bilan tous les 2 ans. Pour les systèmes de 500 à 1000 équivalents habitants, c'est une fois par an. Et pour les 1000, 2000, c'est 2 fois par an, sauf réglementation départementale sanitaire plus exigeante. Et le troisième élément, c'est la réalisation et la transmission des rapports d'autosurveillance selon les préconisations du cahier des charges de l'agence. Voilà. Donc, 3 éléments. Si vous avez ces 3 éléments, vous avez 0,3 points, voilà, 3 points de coefficient de modulation en moins. Si vous en avez que 2 sur ces 3, eh ben c'est 0,15 points. Et si vous n'en avez qu'un ou 0, là, vous n'avez pas de points. L'idée, c'est pour cette autosurveillance, c'est vraiment que vous réalisiez votre autosurveillance correctement pour pouvoir être réactif s'il y a une difficulté sur le réseau d'assainissement collectif, sur le système d'assainissement collectif. On ne va pas regarder la donnée d'autosurveillance en tant que telle, on va vérifier que vous assurez que vous avez les instruments d'autosurveillance et que vous assurez cette autosurveillance. C'est toujours cette performance, connaître pour mieux agir. Donc, sur les autres axes, sur la conformité réglementaire, donc c'est la conformité en équipement, toujours qui est rédhibitoire, la conformité globale du système d'assainissement. Ça, ce sont des données qui proviennent de la DDT. Et en troisième axe, vous avez l'efficacité du système d'assainissement avec la production de boues suffisantes et la bonne destination des boues. Donc, effectivement, toujours avec une possibilité, donc, pour la destination, l'efficacité du système d'assainissement, ça vous permet d'abattre la redevance de 0,1 et 0,1, donc de 20%. Et pour les grosses stations d'épuration, supérieures à 2000, donc là, il y a la validation de l'autosurveillance et il y a la validation des systèmes de collecte. Sur la conformité réglementaire, entre en jeu la conformité locale de performance de la station d'épuration, la conformité de la collecte par temps sec, la conformité de la collecte par temps de pluie, ça c'est le nombre de jours de déversement en fait dans le milieu, et les limites de rejet direct en temps de pluie. Donc là c'est pareil, vous avez une possibilité d'abattre la redevance de 1, 13,
Et 25, ça fait 20. 20. Donc de 20%. Et pour l'efficacité du système d'investissement, c'est la même chose, c'est l'indicateur de rendement de performance et la bonne destination des bouts. Dans la bonne destination des bouts, par exemple, sont valorisés si vous compostez vos bouts, si vous les épandez avec un bon niveau d'épandage, ou si vous les incinérez avec une valorisation énergétique, ou la méthanisation. Ce sont vraiment les 4 destinations des bouts qui vous rapportent le plus de points. Voilà. Donc, c'est vrai que si vous avez l'opportunité de choisir votre évacuation des bouts d'épuration, eh ben, l'idée, c'est que vous privilégiez ce qui est le plus valorisé au titre des enjeux d'épuration et des différents enjeux écologiques. Alors, est-ce que vous avez des questions sur le calcul des performances assainissement et on va venir sur la simulation, sur les outils de simulation disponibles. Alors, je suis en train de lire les questions. Alors, l'appréciation de la performance au niveau système ou au niveau territoire, il y a une pondération de prévue pour les entités disposant de plusieurs systèmes. Quid d'un syndicat qui exerce les compétences assainissement sur plusieurs territoires homogènes? Peut-on disposer de plusieurs coefficients de pondération, un par territoire comme, qui déterminent les entités de pondération? Alors, l'idée, c'est que c'est la collectivité qui est redevable des redevances performance. Donc, c'est la redevance, enfin, c'est la collectivité de rattachement qui va jouer sur la pondération globale, en fait, la modulation globale. Voilà. Donc, si le syndicat exerce des compétences assainissement sur plusieurs territoires, il sera quand même, enfin, je veux dire, les éléments de modulation seront appliqués pour chaque collectivité, pour chaque voilà, système d'assainissement de la collectivité redevable. Et qui détermine les entités de pondération, bah c'est le référentiel de chaque portail 6PA ou Verso qui prend en compte les entités de gestion de la collectivité et voilà, qui détermine en fait ces éléments de modulation globale des systèmes. Ça, on se sert du référentiel effectivement de 6PA ou de Roseau. C'est pour ça que c'est très important que vous puissiez vraiment mettre à jour toutes les compétences sur ces portails, que ce soit bien indiqué et que les choses soient vraiment le plus clair possible, de manière à ce que la modulation soit le plus exacte possible. Voilà. Donc, on vous invite vraiment à nous faire part des évolutions, des transferts de compétences en envoyant un mail si vous n'avez pas le contact de l'équipe redevance de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. Vous avez le mail générique redevance@o-loire-bretagne.fr. Voilà, vous n'hésitez pas à nous transmettre toute information, notamment sur ces transferts de compétences et à vérifier sur 6PA et Verso. Chose que vous pouvez dès à présent sur le portail 6PA, c'est ouvert et vous pouvez intégrer la dynamique du référentiel de compétences. Par contre, vos données 2024, vous pourrez
les déclarer qu'à partir du 1er juin 2024, on va y venir. Voilà. Enfin, on va y revenir puisque c'est le moment où vous aurez à disposition un outil de simulation. Quels sont les critères pour qualifier la bonne destination des bouts? Je vois dans les questions, c'est la destination des bouts. Voilà, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que vous les épandez? Est-ce que vous les incinérez? Est-ce que vous les valorisez? Voilà. Et donc, je vous ai dit, c'est les 4 critères qui rapportent le plus de points. C'est le compostage, l'épandage avec un bon niveau d'épandage. Si l'épandage est avec réserve, vous avez moins de points. C'est l'incinération avec valorisation et c'est la méthanisation. Voilà. Ensuite, vous avez d'autres critères. Voilà. Mais ça, justement, l'avantage, c'est que vous indiquez ça sur Verso et c'est transmis automatiquement et c'est calculé automatiquement, en fait. Une question aussi. Est-ce que les visites et bilans 24 heures faites par le SATES sur les stations d'épuration entrent dans l'évaluation d'une méthode de surveillance? Oui. Oui, tout à fait. Ça fait partie, en fait, de est-ce que je réalise mes bilans d'autosurveillance par un organisme habilité Comment est calculé le coefficient limite des rejets directs en temps de pluie, précisément? Donc là, c'est par rapport à un pourcentage du nombre de jours de rejet par rapport à l'année. Donc, il faut que ce soit inférieur à, je crois, 5% pour être très bon. Ouais. Alors, si vous voulez plus d'informations sur ces questions très techniques, n'hésitez pas, sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, vous avez le replay du webinaire qui a été fait avec les SATES et qui répond à toutes ces questions très précises pour les plus grandes stations d'épuration. Mais en fait, pour les stations de plus de 2000 équivalents habitants, il n'y a pas de modification. On est vraiment là dans un système qui est, je dirais, relativement rodé d'interaction entre la qualification par les agences de l'eau, les validations par les DTT. Enfin voilà, il n'y a pas de nouveauté. Voilà. Mais n'hésitez pas à aller voir ce replay sur les SATES, sur le site dans Bretagne. Une question, pouvez-vous développer la notion de rédhibitoire, 0 pour cet item, pour toute la conformité pour l'ensemble du coefficient? En fait, effectivement, c'est quand il y a une absence de conformité en équipement, absence d'un compteur de mesure en entrée, par exemple, des choses comme ça. Là, effectivement, on ne peut pas calculer le reste. En fait, la première dynamique incitative, c'est est-ce que ma station d'assainissement collectif, mon système d'assainissement collectif répond aux usages nécessaires. C'est-à-dire, est-ce que ça prend bien en considération l'ensemble des populations, des usages industriels qui sont faits, voilà, des usages, par exemple, variables selon qu'on est, si on est dans une commune littorale, par exemple, où la population augmente l'été. Donc ça, c'est vraiment la conformité réglementaire. Est-ce que j'ai au moins un système d'assainissement collectif qui répond à mes besoins pour éviter un rejet et une pollution, une atteinte à la qualité des eaux dans le bassin. Une question sur, après le transfert de compétences, on ne maintient pas la différenciation entre les anciens services. Non, puisque l'objectif, c'est bien de transférer l'ensemble des compétences à un autre, un EBCI ou un syndicat mixte, des choses comme ça. Quelle sera la pondération entre les différentes steps pour aboutir au coefficient consolidé? Ça se fait sur le poids de pollution entrant la charge entrante en DCO.
Donc, en fait, pour chaque step, on va calculer son coefficient de modulation propre et ensuite, on va le multiplier par sa, sa charge entrante divisé par l'ensemble des charges entrantes de toutes les stations. Et voilà, c'est ce qui permet de faire une pondération sur la DCO. Alors, quels sont les critères pour les roselières puisqu'il n'y a pas d'épandage? Alors, donc pour les stations de lagunage, en fait, le critère, c'est l'existence d'un curage de moins de 15 ans ou une étude bathymétrique. Voilà. Je propose qu'on continue sur la dynamique. Donc, voilà. Je vais parler des fois. Donc, on vous a dit, hein, il vous faut délibérer pour pouvoir répercuter sur la facture d'eau l'ensemble des éléments constitutifs du taux modulé et donc des redevances applicables à l'usager abonné au réseau public. Donc, pour ça, il faut donc délibérer et il faut déclarer ces données, tant les données redevances que les données performance. Une fois que vous avez déclaré ces données, parce que les redevances performance des réseaux d'eau potable comme des redevances performance des systèmes d'assainissement collectif, elles se fondent sur des données de l'année N-2. Donc, pour 2025, en théorie, la modulation aurait dû se faire sur les données 2023. Il a été choisi une dynamique de transition progressive et que pour 2025, toutes les collectivités aient les mêmes coefficients, des coefficients maximaux, comme si elles étaient toutes performantes. Mais cette année blanche, entre guillemets, elle doit être mise à profit, en fait, pour pouvoir vous approprier les données 2023. Pour ensuite pouvoir les comparer avec les données 2024 lorsque vous les aurez déclarées et qu'elles auront été validées, de pouvoir comparer la différence qu'il y a entre les données 2023 et les données 2024 et ainsi pouvoir estimer votre coefficient de modulation réel 2026 que vous allez devoir estimer en octobre 2025 pour pouvoir délibérer et donc l'inscrire sur la facture des abonnés au réseau public à compter du 1er janvier 2026. Donc, alors, comment s'approprier ces données 2023? Le plus simple, c'est vraiment le rapport sur le prix et la qualité du service qui est généré et générable automatiquement par le biais de 6PA et qui vous donne en fait l'ensemble des éléments d'appréciation de l'état réel de vos réseaux. Et la conformité réglementaire, par exemple, dès lors que votre station a été déclarée conforme en 2023, il n'y a pas de raison, sauf s'il a été constaté une pollution exceptionnelle, mais il n'y a pas de raison qu'elle ne soit plus conforme. Voilà. Donc, vous voyez, vous pouvez comparer ces éléments entre 2023 et 2024 assez facilement. Et l'objectif de cette année blanche, c'est vraiment de vous accompagner
que ce soit par l'agence de l'eau ou que ce soit par les services de police de l'eau de l'OFB, donc CISPA et Verso, que vraiment on puisse tous vous accompagner pour que vous approprier toutes ces données et pour que vous puissiez, collectivité, budgéter, déterminer un plan d'action et budgéter. Parce que l'objectif de cette dimension incitative des redevances, c'est d'être un levier d'action et que vous puissiez prioriser vos investissements. On sait très bien que, par exemple, pour les communes rurales, les fuites peuvent être importantes et que vous ne pourrez pas refaire tout votre réseau. Mais l'important, c'est de savoir où sont localisées les fuites principales pour pouvoir agir sur celles qui auront le plus d'impact en termes de perte de fuite d'eau. Pour vous donner une idée quand même, le taux de fuite sur le bassin Loire-Bretagne, c'est 17%. Alors, il est un petit peu meilleur qu'ailleurs. Voilà, au niveau national, c'est 20% et ça peut aller jusqu'à 40% de taux de fuite dans certaines régions. Nous, on est à 17%. Donc, c'est favorable, mais ça représente quand même 150 millions de mètres cubes qui, chaque année, ne sont pas gérés. Ils ne sont pas nécessairement perdus parce qu'ils vont retourner, si vous voulez, dans le milieu naturel, mais ils ne sont pas gérés. Et cette consommation de 150 millions de mètres cubes, ça correspond à la consommation d'eau potable de la région Centre-Val de Loire. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et l'objectif vraiment de cette dimension incitative des redevances, c'est que vous agissiez. Et donc, que vous vous appropriez ces données. Et puis, on sait très bien que c'est compliqué de s'approprier et que vous avez besoin d'être assuré des estimations que vous aurez faites. Et c'est pour ça qu'on va mettre à disposition des outils de simulation. Donc, cet outil de simulation pour l'eau potable, il sera disponible à compter de juin 2025 sur le portail CISPA. Pour l'outil de simulation assainissement collectif, il sera disponible fin septembre 2025 sur le portail des agences de l'eau. Ce sont des outils consolidés. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toutes les données que vous aurez déclarées dans CISPA ou Verso, elles seront récupérées automatiquement par l'outil de simulation. Vous n'aurez pas besoin de déclarer à nouveau toutes les données. C'est vraiment l'objectif de l'État. Dites-le nous une fois. Vous aurez déclaré une fois sur le portail CISPA ou sur le portail Verso vos données et les agences de l'eau les récupéreront automatiquement, que ce soit sur le portail téléservice ou votre déclaration des redevances. Vous n'aurez plus qu'à vérifier toutes les données qui seront indiquées et les valider. Comme vous faites pour votre déclaration d'impôt sur le revenu, où on vous indique les revenus que vous avez déjà perçus. Voilà, vous les vérifiez. Et donc, ce seront des outils consolidés, ce ne sera pas une moulinette, et c'est la raison pour laquelle ça ne sera disponible qu'en juin 2025 et qu'en septembre 2025, c'est que nous avons voulu vous simplifier le travail en vous fournissant un véritable outil consolidé et pas simplement une moulinette. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Ce qui est important de comprendre aussi, c'est qu'en fait, ce taux qui sera estimé sera probablement celui qui sera utilisé pour le calcul de la redevance. Donc, en fait, si les données utilisées pour calculer ce coefficient ne changent pas jusqu'à la validation de la déclaration, le coefficient de modulation sera le même. En revanche, effectivement, si au moment de la validation de la déclaration, vous venez changer, c'est-à-dire dans 6PA, des éléments et que vous les réimportez, donc il y aura effectivement dans ce cas-là une possibilité d'avoir un écart par rapport au coefficient simulé qui aura été fait on va dire, le dernier trimestre de l'année N-1. Mais si vous ne revenez pas sur vos éléments déclarés, vos éléments de performance,
le coefficient sera exactement celui que nous utiliserons pour la déclaration, pour le calcul de la déclaration. Alors, je vais reprendre quelques questions avant qu'on passe aux incidences pour les industriels. Pour la redevance consommation, pour quelle raison le tarif 0,33 € par mètre cube en 2025 diminue-t-il en 2026, 0,294, pour remonter en 2027 jusqu'en 2030 à 0,30 € par mètre cube? La raison, elle est l'équilibre de la maquette financière, puisque toutes les collectivités étant performantes pour les redevances performance et qu'il fallait équilibrer les recettes de l'agence qui sont déterminées par le plan eau, le comité de bassin a fait ce choix d'une augmentation en 2025 pour compenser le fait que toutes les collectivités soient performantes. Parce qu'on a bâti tout le système autour de l'idée d'un coefficient moyen. C'est-à-dire qu'on a calculé le coefficient moyen pour le bassin Loire-Bretagne sur la base des données 2020. On a fait, voilà, il a été établi un fichier national avec l'ensemble des éléments. L'idée, c'est qu'à partir du moment où on est en dessous de ce coefficient de modulation de 0,41, très exactement, la collectivité doit être gagnante. Je prends l'exemple de la redevance performance des systèmes d'assainissement collectif. Si on la compare à la redevance modernisation des réseaux de collecte, même si les anciennes et les nouvelles redevances ne sont pas comparables complètement. Mais si on compare, on avait un taux de 0,16 € par mètre cube. Aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2025, le taux est de 0,28 € par mètre cube. Mais ce taux, il est modulé. Si vous avez un bon coefficient de performance, comme c'est le cas pour vous en 2025, le taux modulé, il est de 0,884 € par mètre cube. Donc, quasiment la moitié du taux que vous aviez en 2024, pour 2024, pour les anciennes redevances. Et ce taux de 0,28, on l'a calculé pour un équilibre, si vous voulez, avec un coefficient moyen de 0,4 pour atteindre ce 0,7. C'est-à-dire que si on est en dessous, on est gagnant. On va payer moins qu'on payait auparavant. Voilà pourquoi. C'est tout un ensemble. En fait, c'est une réforme nationale, mais avec une territorialisation qui est faite par votre comité de bassin, avec vos représentants des différentes catégories d'usagers et qui prend en compte l'ensemble des éléments, des incidences, des augmentations. Il y a les taux planchers légaux, etc. Je ne reviens pas dessus, mais ce qu'il faut savoir, c'est que vraiment, c'est un dispositif qui est concerté et qui essaye de trouver le maximum d'équilibre tout en permettant à l'agence de disposer des recettes nécessaires à mener son action. Parce que les redevances, ce sont des recettes pour agir, ce sont des recettes qui sont 100% réinvesties dans l'accompagnement de l'agence par nos collègues de la direction des politiques d'intervention et des délégations territoriales. Donc, voilà, on a essayé de construire quelque chose pour à la fois préserver le montant des recettes et en même temps équilibrer dans le cadre de la transition que représente tant cette réforme des redevances que le deuxième programme. La conformité des systèmes d'assainissement est celle donnée par l'avis annuel rendu par la police de l'eau. Oui. Alors, le module de simulation du coefficient de modulation prévu le 1er juin 2025 sur SUPA permettra-t-il de calculer les coefficients pour les années précédentes? Alors, je ne sais pas aujourd'hui, on ne sait pas.
elles seront données. Il y aura une communication qui sera faite par CISPA pour l'ouverture du portail et la mise à disposition de l'outil consolidé. Il y aura organisé, j'ai plus les dates exactes, mais au cours du mois de mars et d'avril, vous aurez un certain nombre de webinaires organisés par CISPA pour répondre à toutes vos questions et pour vous aider à vous approprier l'outil CISPA. Voilà. Alors, à partir de quand, du coup, la déclaration sur CISPA est-elle disponible? Donc, vous pourrez déclarer sur CISPA à partir du 1er juin 2025 pour les données 2024. Voilà. Et effectivement, l'année d'après, vous aurez plus de temps, puisque là, le portail sera en ligne dès février, je crois. Oui, dès fin janvier. L'idée, c'est que vraiment, dès fin janvier, à partir de 2026, on sera vraiment dans un rythme plus habituel avec l'ensemble des outils, tant du côté de l'Agence de l'eau que du côté de CISPA et de Verso. Quelle sera la date butoir de validation de la déclaration servant à calculer les coefficients? Alors, pour Verso, ce que je sais, c'est que il faut que vous transmettiez vos données d'autosurveillance avant le 1er février. En fait, vous êtes censé les verser un peu au fil de l'eau pour les plus grosses stations, mais il faut que vous ayez versé l'ensemble de vos données avant le 1er février. Pour CISPA, de mémoire, c'est le 15 octobre. En fait, vous avez la possibilité de déclarer jusqu'au 15 octobre. Et le portail est ouvert en général fin janvier. Voilà. L'idée, c'est que plus tôt vous déclarez vos données, plus tôt vous avez accès à votre rapport sur votre RPQS et plus tôt vous avez accès à vos données traitées, notamment pour l'eau potable, où par exemple, les calculs de rendement seront quasiment automatiques, et donc voilà, ça vous permettra de vérifier vos données, de vous les approprier. Donc voilà. Mais il pourrait déclarer jusqu'au 15 octobre. Alors cette année, là aussi, c'est très particulier. Si vous n'avez pas déclaré vos données 2023, vous avez jusqu'au 15 février 2025. Il y a eu un prolongement de délai par CISPA pour les déclarer sur le portail CISPA. Donc si vous ne l'avez pas fait, je pense en particulier aux petites collectivités pour lesquelles c'est une nouveauté, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de le faire jusqu'au 15 février 2025. Pardon. Alors, sur les dates, sur les problèmes de transfert de compétences, on ne voit pas les questions. D'accord. Oui, sur les transferts de compétences, les dates de mise à disposition, n'hésitez pas à regarder les réponses que vous font mes collègues en direct. Je veux dire sur le chat questions-réponses. Voilà. Pour les collectivités à cheval sur 2 bassins, ou sur plusieurs bassins, donc là, pour la redevance consommation, chaque bassin va établir une déclaration. En revanche, pour les redevances de performance, c'est par rapport à la population majoritaire sur l'agence, en fait, qui détermine l'agence qui va déclarer pour le biais des 2 agences qui se partagent le territoire. Donc, par exemple, pour la collectivité qui est citée, c'est à cheval entre Adour-Garonne et Loire-Bretagne. Pour la redevance consommation d'eau potable,
ça dépend du lieu d'implantation de votre collectivité, donc soit Dour-Garonne, soit Loire-Bretagne. Pour la redevance performance, tout dépend où se situe la part la plus importante de la population. Si c'est sur Loire-Bretagne, vous devrez déclarer à l'agence de l'eau Loire-Bretagne et vous devez appliquer les taux Loire-Bretagne. Et j'en profite parce qu'on n'en a pas parlé, mais j'ai pourtant vu une question sur les coefficients de prudence et de lissage. Le principe, c'est donc que vous devez répercuter les taux de redevance votés par le comité de bassin. Et vous ne pouvez pas appliquer de coefficient de prudence pour couvrir les éventuels impayés. C'est la première question auquel nous avons répondu. En fait, la couverture des impayés, elle se fera par le fait que vous, collectivité, vous allez en fait être facturé de vos redevances pour l'année 2025. Vous allez être facturé à compter d'avril 2026. Vous aurez déclaré entre le 20 janvier 2026 et le 31 mars 2026, vous aurez déclaré vos redevances, les volumes, etc. Et à compter du 1er avril, nous ferons, nous, agence de l'eau, le traitement de vos redevances. Et donc, vous serez facturé de ces redevances à compter au plus tôt d'avril 2026. Et donc, en avril 2026, vous aurez déjà perçu l'équivalent, je dirais, de 125% à minima du montant des redevances que vous aurez répercuté sur la facture d'eau et ou d'assainissement pour vos abonnés au réseau public. Et donc, on considère que en ayant ce 125%, vous avez de quoi couvrir les impayés en métropole, puisque le taux d'impayé est de l'ordre de 1 à 2% par collectivité. Donc, avec 125%, vous devriez couvrir les impayés. Par contre, au bout de 2 ans, vous pourrez établir la réalité des sommes facturées, etc., et modifier les éventuelles évolutions quant à l'assiette des redevances. Voilà. Mais vous ne pouvez pas aujourd'hui appliquer de coefficient de prudence. Ce sont les taux tels qu'ils ont été votés par les instances de bassin qui doivent être répercutés sur la facture d'eau et d'assainissement sous la rubrique organisme public. La seule différence, ça sera pour 2026, la modulation pour vos redevances, la modulation réelle pour vos redevances performance. Mais le taux, lui, ne change pas. Vous aurez le diaporama. Écoutez, je propose qu'on passe aux incidences sur les industriels, parce que c'est ce qu'il y a enfin, voilà, c'est pour les industriels, donc en particulier les industriels raccordés au réseau public, qu'il y a le plus d'incidences. Voilà. Et c'est donc mon collègue Daniel Morabito, chef de service industrie, qui va vous présenter les incidences pour les industriels du nouveau dispositif des redevances 2025 des agences de l'eau. Merci Céline de Mézy. Je vais compléter, je dirais, ce webinaire maintenant en faisant une petite pause en lien directement avec les industriels, surtout les industriels dits raccordés. Alors, ce que l'on peut voir sur cette présentation, ce slide, les industriels qui sont entre guillemets découpés en 3 parties. Nous avons la première partie, les énergéticiens, qui eux sont particulièrement touchés par tout ce qui est prélèvement,
que ce soit des prélèvements pour l'utilisation en refroidissement, hydroélectricité ou autres usages industriels. Et nous avons également une autre partie, ce sont les industriels qui, eux, ont des relations étroites avec le milieu naturel, à la fois sur les prélèvements d'eau, au usage économique, AUE, et également sur la redevance dite pollution non domestique, ou appelée également pollution industrielle. Cependant, on fera un focus plus important sur les industriels raccordés que tout abonné peut connaître au travers de la facture d'eau. Ils seront soumis aux 4 autres redevances: consommation d'eau potable et performances sur les réseaux d'eau potable, les performances liées également à l'assainissement collectif et à l'alimentation en eau potable. Concernant les industriels à un réseau d'eau publique, ils seront notamment impactés par 2 choses importantes. Pour les industriels qui sont raccordés à un système d'assainissement collectif, ils ne seront plus soumis à la redevance non domestique ou industrielle à partir de l'année d'activité 2025. Cependant, on peut faire une petite pause. Aujourd'hui, en 2025, ils auront encore à déclarer leur activité 2024 qu'ils vont bientôt avoir à faire durant le mois de février jusqu'à la fin du mois de mars. Nous allons également avoir un impact sur la consommation en eau potable. Ils ne seront plus plafonnés comme l'été les industriels, quand ils étaient sous les seuils des redevabilités industrielles, à plafonner à 6 000 m3. Dorénavant, toute consommation d'eau potable sera soumise à la redevance consommation d'eau potable et performance. Donc, dès le 1er janvier 2025, tout industriel raccordé sont soumis via leur facture d'eau sur les nouvelles redevances que nous avons énumérées tout à l'heure, et ceci pour tout mètre cube consommé. Sur ce slide, nous pouvons voir un peu, je dirais, l'impact financier, un impact financier que peut avoir un industriel en fonction de ce que disait mon collègue monsieur Thierry Pichelin, en fonction des modulations que nous pouvions avoir sur les 2 redevances performance, à la fois AEP donc et assainissement. Cependant, on peut constater que les lignes liées à la redevance prélèvement et consommation restent inchangées de façon indépendante de ces modulations. Donc, un industriel qui prélève plus de 100 000 m3 ou qui rejette plus de 100 000 m3 peut être modulé et aura sa redevance variée de façon pondérée en fonction des coefficients. Si le coefficient de performance est optimum et on aboutit à un coefficient de 0,2, la redevance AEP sera à hauteur de 2 000 €. Contrairement à un autre cas de figure, si le coefficient est très mauvais, il devra s'acquitter d'une redevance de plus de 10 000 € pour la redevance AEP. Concernant la ligne performance assainissement, donc le coefficient de modulation est de 0,3 quand nous sommes très bons, et il aboutira à une redevance à hauteur de 8 400 €. Et dans le cas contraire, si le coefficient de modulation est très mauvais et on arrive à un coefficient de 1, nous sommes arrivés à hauteur de 28 000 €. Les choses importantes aussi à rappeler pour les industriels qui sont raccordés dès 2025, ils n'auront plus à réaliser un suivi régulier des rejets. Cependant, ils ne sont pas exonérés de toutes leurs obligations réglementaires, que ce soit les installations classées qui demandent de faire leur déclaration sur le site internet GIDAF, et donc ils doivent continuer à faire leur déclaration, ou éventuellement, au travers d'une convention de raccordement avec une collectivité, fournir les éléments
de rejet dans leur réseau d'assainissement. Voilà ce que j'avais à rajouter. Je ne sais pas si nous avons des questions. Comment sont gérés le cas avec traitement et non, c'est pas ça, dans Non, c'est la sauce. enfin, non, pour l'instant, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de questions. Donc j'ai fait une pause sur les questions de Lydie. Je vais vous passer la parole. Voilà. Alors, on laisse le temps à ceux qui le désirent. Ceux qui le désirent, enfin voilà, s'il y avait des questions. Si dans l'exemple donné, quid de l'écart de redevance? Alors, dans l'exemple donné, quid de l'écart de redevance payée par l'industriel par rapport au régime précédent 2024? Alors, s'il était au-dessus des seuils physiques de pollution. Alors, un industriel, si on parle que des industriels qui sont, entre guillemets, raccordés à un réseau d'assainissement collectif, s'ils étaient au-dessus des seuils de redevabilité directe au travers de la redevance pollution industrielle, demain, ils seront soumis directement à la redevance consommation, etc. Le cas est différent d'un industriel à un autre. On a tout type de cas de figure parce que la redevance pollution industrielle est basée sur la pollution rejetée dans le milieu naturel et non pas sur la consommation d'eau. Donc, on a tous les cas de figure et on sait très bien que les industriels aujourd'hui, qui sont des industriels agroalimentaires notamment, qui consomment beaucoup d'eau, auront une augmentation importante de leur redevance. Je ne peux pas dire au cas par cas, c'est difficile. En fait, on a un système qui était très centré sur la pollution et les industriels ne payaient qu'au titre de la pollution. Quand ils payaient pour la consommation parce qu'ils étaient en dessous des seuils de pollution, ils ne payaient que pour les 6000 premiers mètres cubes. Donc, s'ils étaient par exemple en zone majorée, donc on part d'un taux à 0,30 euros par mètre cube, bah, ils payaient au maximum 1800 euros de redevance. Aujourd'hui, ils payent sur chacun de leurs mètres cubes. Voilà. Donc, si l'industriel consomme 250 000 mètres cubes, il va payer 250, sur ces 250 000 mètres cubes multipliés par 0,33 plus les redevances, performances et prélèvements. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai impact, mais parce que aujourd'hui, on descend le dispositif des redevances de la pollution vers la consommation. Parce que, alors, on n'oublie pas la pollution. Il y a toujours des redevances pollution diffuse, pollution élevage, pollution industrielle, mais on prend en compte la raréfaction de la ressource, qui est un des objectifs de l'agence, et donc on soumet à redevance et donc à contribution collective face aux enjeux climatiques la consommation d'eau potable. Alors, dans notre commune, les industriels ne payent pas la redevance modernisation. Aujourd'hui, ils vont payer une nouvelle redevance assainissement. Est-ce automatique ou faut-il que la commune prenne une délibération pour cela? En fait, les industriels deviennent redevables via leur facture d'eau, en fait. Donc, oui, ça sera automatique par la facturation de l'eau, comme tout autre abonné au réseau public d'eau. Il n'y a pas de différence entre un abonné que nous sommes tous, entre guillemets, dans notre famille, dans notre maison, que pour un industriel. Voilà. En fait, je dirais la différence pour les collectivités, c'est que comme ces industriels qui sont raccordés au réseau d'assainissement collectif sont désormais exemptés de suivi régulier des rejets, et ben c'est la dimension conventionnelle de leurs obligations, selon leur convention de raccordement qui lie la collectivité à l'industriel, qui va devenir essentielle. Voilà. Parce que un industriel peut avoir un impact très important, un poids très important dans le réseau public. Pour vous donner une idée, un industriel de taille moyenne qui consomme donc 250 000 mètres cubes, c'est
par exemple, oui, c'est voilà, un industriel de l'agroalimentaire, voilà, moyen, 250 000 mètres cubes, et ben, c'est l'équivalent de la consommation quotidienne d'une ville de 3 500 habitants. Donc, aujourd'hui, où face au changement climatique, on a un vrai impact sur la disponibilité de la ressource en eau et en particulier de l'eau potable, qui répond aux besoins primaires de la consommation humaine, eh ben, on doit tenir compte de ce partage des usages pour le bienfait de tout le monde, que ce soit l'usager domestique qui puisse continuer à avoir de l'eau au robinet, ou que ce soit pour l'industriel qui n'ait pas à réduire sa production. Et donc l'idée, c'est vraiment, là aussi, connaître pour mieux agir. Voilà. J'ai pleine connaissance de ma consommation d'eau potable et j'agis pour la réduire. L'objectif, c'est vraiment que vous réduisiez le montant de votre redevance. Et c'est pour ça que nos collègues de la direction des politiques d'intervention vous ont présenté hier, par exemple, un webinaire sur l'accompagnement des industriels dans le cadre du 12e programme, autour notamment des économies d'eau, parce que c'est ça l'essentiel avant même la réutilisation des eaux, c'est les économies d'eau. Je vois une question intéressante. Est-ce que les industriels ont été alertés à titre individuel de l'impact important de la réforme? Alors, depuis, je dirais septembre, hein, il y a eu une série de webinaires. Les industriels ont reçu une invitation à assister à un premier webinaire le 26 septembre de mémoire. Puis un deuxième webinaire a été assuré à la mi-septembre, à la mi-janvier là, et ils vont en recevoir prochainement un courrier leur annonçant l'ouverture du portail et la possibilité de se connecter sur le site pour avoir des informations sur les changements. Régulièrement, nous avons des contacts avec les industriels, avec les instructeurs qui gèrent leurs dossiers, qui les informent. Par exemple, demain, j'ai encore une autre présentation à faire à Rouen. Donc, la communication, j'espère qu'elle est assez soutenue, mais est-ce qu'elle est assurée auprès de tous les industriels? Je l'espère. On fait le nécessaire pour passer le message. Voilà. Donc voilà, on a fait aussi des courriers, ils ont reçu un mémo industriel. Voilà. Tous les replays sont disponibles, y compris celui du webinaire du 17 janvier, sont disponibles sur le site de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne. N'hésitez pas à vous y référer. N'hésitez pas, vous avez aussi tout comprendre de la réforme. Voilà, on vous mettra un mémo avec tous les liens utiles, que ce soit pour les collectivités, que ce soit pour les usagers industriels, pour les agriculteurs pour lesquels cette réforme des redevances a un impact en particulier. Alors, au titre de leur contribution collective au plan eau, par l'augmentation des taux de la redevance irrigation, mais également ils sont concernés, comme tout préleveur d'eau dans le milieu naturel, par la dimension de l'introduction de majoration automatique en cas de défaillance des dispositifs de comptage ou en cas d'absence de comptage. Il y a une majoration automatique de 60% qui s'appliquera. En cas de défaillance des dispositifs de comptage, ce sera 40%. Et en cas d'absence de relevé des comptages, ce sera une majoration automatique de 20%. Et ça s'applique à tout préleveur, qu'il soit agriculteur, industriel, voilà, tout préleveur direct dans le milieu naturel. Alors, il y a une question, existe-t-il des volumes seuils pour catégoriser les industriels et les plages de redevance à payer? Alors, je ne sais pas de quoi on veut parler. Il y avait un autre, non, il n'y a pas de seuil, etc. Il y avait une question tout à l'heure, je la vois plus, je ne sais pas si on peut peut descendre. Il y avait les industriels dont quand ils sont inférieurs. Je vois plus la question. Je n'arrive pas à voir la question. C'est répondu, donc il n'y en a plus. Tout va bien.
Je vois pas d'autres questions. Ah, et quid de l'information des consommateurs inférieurs à 6 000 mètres cubes? Alors, normalement, ceux qui sont, entre guillemets, inférieurs à 6 000 mètres cubes, je dirais, leur redevance sur la consommation et performance sera, je dirais, mineure par rapport à ce qu'ils pourraient payer dans le cadre des anciennes redevances. Donc, ceux-là, ils sont, entre guillemets, non soumis à une hausse importante. Cependant, qui dépassaient les 6 000 mètres cubes et qui étaient plafonnés à 6 000 mètres cubes avant et qui étaient sous les seuils de redevabilité de pollution industrielle, là, ils ont reçu une information via comment ça s'appelle, les contacts déclarations qu'ils reçoivent. Donc, globalement, on a essayé de cerner l'ensemble du public. Voilà. Si vous consommez moins de 6 000 mètres cubes, ça fait une augmentation de 2 000 euros enfin, voilà, approximativement. Donc, sur un budget d'une entreprise, on n'est pas sur un budget familial. Voilà, l'impact est moindre. Oui, je vois une question. Les conventions précisant les modalités de redevance avec calcul du coefficient de pollution en fonction des rejets sont donc à revoir. Naturellement, tout industriel qui a des conventions liées au rejet, ils peuvent avoir des échanges avec leur collectivité pour préciser si les informations doivent être changées ou pas. Mais globalement, ces conventions précisent quels sont les termes d'échange de la donnée entre l'industriel et la collectivité. Je vous demande, enfin, je conseillerais l'industriel de se retourner vers la collectivité s'ils entreprennent ou pas de revoir la convention. La FNCCR, qui est la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies, va travailler plus particulièrement sur sur l'évolution de ces conventions de rejet. Donc, n'hésitez pas à aller consulter leur site, sur lequel il y a beaucoup d'informations sur la réforme des redevances. Et voilà, ils ont prévu de travailler au mois de février-mars sur ces conventions de rejet pour les collectivités. Et ce qu'il faut faire évoluer pour les collectivités. Je comprends la question. La consommation est pour le groupe, pour le site, pour le compteur. Alors, je pense que vous parliez du plafonnement qui existait auparavant. Ce plafonnement de 6 000 mètres cubes, il s'appliquait par site. Voilà. Écoutez, je pense que nous avons répondu à l'ensemble des questions et donc nous allons clore ce webinaire en vous remerciant. Vous allez recevoir un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. N'hésiterez pas à y répondre. C'est très important pour nous de savoir si on a répondu à vos attentes. Et l'ensemble des équipes de l'Agence de l'eau, je dirais de la communication aux politiques d'intervention, aux délégations territoriales, à la direction des redevances, sont pleinement mobilisées pour vous accompagner dans le lancement de ce 12e programme, comme dans la mise en place du nouveau dispositif des redevances. N'hésitez pas à nous solliciter. Donc, je vous rappelle l'adresse mail de contact générique si vous ne disposez pas des coordonnées de vos interlocuteurs dans les différents services. C'est redevance-loire-bretagne.fr. Voilà. N'hésitez pas à consulter notre site aide et redevances et vous aurez toutes les informations sur la réforme, le 12e programme. À bientôt. Merci beaucoup de votre écoute et de votre attention.